La situation d'Air France et le développement d'Air Côte d'Ivoire au centre de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président directeur général d'Air France, rencontre qui a eu lieu à Paris. Nous allons parler également dans cette édition de la politique du renouvellement du parc automobile de la Côte d'Ivoire. 3000 véhicules neufs attendus au mois de février pour un coût de 100 milliards de francs CFA. Et puis la France rend un hommage national et solennel aux 130 victimes et aux 350 blessés 2 semaines après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Bonjour. On part directement à Paris où la situation de la compagnie Air France et le développement d'Air Côte d'Ivoire était au centre de l'audience que le président Alassane Ouattara a accordée au président directeur général d'Air France. Le commentaire d'Abiba Dambélé-Saouye. Le président de la République Alassane Ouattara était ce jeudi 26 novembre à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, située au 102 avenue Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement de Paris. Pour cette première visite à la chancellerie de la République de Côte d'Ivoire, après sa brillante réélection, le chef de l'État a été longuement ovationné par tout le personnel de l'ambassade. Le président Alassane Ouattara a mis à profit son séjour en France pour accorder une audience au président directeur général de la compagnie Air France KLM, M. Alexandre de Juniac, qui a réaffirmé la volonté de son groupe à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Air France KLM, qui compte appuyer la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Nous avons réitéré l'engagement d'Air France KLM pour développer encore plus vite Air Côte d'Ivoire. Voilà. En renouvelant la flotte, en étendant la flotte, en assurant au président qu'on réfléchissait à étendre la desserte Paris-Abidjan, où nous avons déjà, comme vous savez, le premier A380 d'Afrique de l'Ouest, voilà, et cette desserte marche extrêmement bien. Donc on songe à la développer. Et on s'est bien sûr engagé à être responsable, à avoir des tarifs qui soient raisonnables. On a le devoir d'aménager l'aéroport d'Abidjan pour recevoir les avions. Et vous savez, le trafic, depuis quelque temps, s'est développé, est devenu plus important. Donc il faut que les passagers qui arrivent à Abidjan soient à l'aise. Le président de la République effectue depuis quelques jours un séjour en France pour notamment prendre part à la conférence internationale sur le climat, la COP 21, qui s'ouvre ce week-end à Paris. Le président de l'Assemblée nationale, lui, il est en Angleterre. Soro Guillaume est dans ce pays dans le cadre de la coopération interparlementaire. Il s'agira aussi pour lui de relancer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre. Le point de notre envoyé spécial, Michel Digré. Mercredi 25 novembre, 3e journée de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. Dans la capitale anglaise, Guillaume Soro et la délégation de députés ivoiriens multiplient les séances de travail avec les membres du Parlement britannique. Au cœur des débats, les relations bilatérales entre les deux pays, mais également le développement économique de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest. À l'issue des rencontres avec les sénateurs anglais, les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Parlement britannique, mais surtout l'intensification des activités commerciales entre les deux pays au regard des potentialités de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, Guillaume Soro est en Irlande du Nord où il doit échanger avec plusieurs personnalités politiques et parlementaires de Belfast. Après l'Angleterre, rendons-nous au Maroc. Le Premier ministre, lui, il est sur place. Daniel Kablan-Duncan prend part au premier sommet sino-africain. Il plaide pour plus d'investissements chinois en Côte d'Ivoire. Plus de 400 entrepreneurs participent à cette rencontre. Envoyé spécial, Gabriel Zani. En organisant le Forum des entrepreneurs sino-africains, SAES, l'Afrique et la Chine sont bien partis. Selon Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Il s'est exprimé ce jeudi au SAES. Moulay Hafid, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, va lui emboîter le pas dans son discours d'ouverture
en affirmant que ce sommet est un engagement de la Chine envers l'Afrique. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à la prestigieuse assemblée des personnalités de haut rang, de décideurs et de chefs d'entreprise chinois et africains pour avoir répondu aussi massivement à l'appel de ce sommet, témoignant d'un engagement clair au développement de partenariats et de courants d'affaires sino-africains féconds et mutuellement avantageux. La Chine, dans les 10 prochaines années, devrait voir sortir du territoire chinois à proprement dit, en particulier au niveau de la côte Est, de quelques 85 millions d'emplois qui vont être répartis à travers le monde. Une cérémonie d'ouverture simple et directe, comme le sont bien souvent les chefs d'entreprise. Des sujets sont déjà abordés dans le discours du ministre marocain de l'Industrie, l'investissement du secteur privé chinois en Afrique, le poids du continent dans le commerce international. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial en Afrique et cela devrait perdurer durant les prochaines années car l'Afrique offrira plus de 2 milliards de main-d'œuvre jeune. C'est en cela que des observateurs tablent sur le renforcement des relations sino-africaines. Et c'est une bonne nouvelle qui concerne le renouvellement du parc automobile de la Côte d'Ivoire. Le pays devrait acquérir à partir de l'année prochaine les premiers véhicules fabriqués en Inde, 3000 véhicules neufs attendus au mois de février 2016 pour un coût de 100 milliards de francs CFA. Cérémonie de signature de protocole d'accord avec Jean-Jacques Ouaméala. Le parc automobile ivoirien, chiffré à environ 398 000 véhicules, est constitué à 80% des véhicules d'occasion vieillissants. Ce renouvellement du parc automobile va renforcer la sécurité routière et lutter contre la pollution par les émissions de gaz à effet de serre préjudiciables à la santé des populations. Un projet qui intéresse l'Inde qui a procédé ce lundi à une signature de convention avec le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, il s'agissait de signer maintenant le contrat commercial entre Ashok Land, qui est la société, le groupe que nous avons choisi pour nous livrer les véhicules suite à la visite que nous avons faite dans les usines d'Ashok Land. Et nous avons été très impressionnés par ce que nous avons vu. Parce que nous avons vu un groupe très à cheval sur la qualité des véhicules produits. Les 3000 véhicules vont coûter 100 milliards de francs CFA. Mais les candidats à l'acquisition devront s'adresser à des banques partenaires privées. Nous avons fait des partenariats avec presque toutes les grandes banques de la Côte d'Ivoire. Bon, ceux qui sont intéressés par le projet, en fonction du type de véhicule dont ils ont besoin, viennent au fonds et le fonds constitue le dossier pour le transmettre aux banques. C'est une fois que votre dossier est admis au niveau de la banque et qu'effectivement le véhicule vous est livré. Les accidents de la route en Côte d'Ivoire, dont le nombre annuel est évalué à 6 600 personnes et enregistre plus de 13 000 blessés chaque année, selon l'OSER, l'Office national de sécurité routière. Les chiffres indiquent aussi que 6% des cas sont imputables au mauvais état des véhicules et du réseau routier. Toujours dans le cadre de la coopération, le Royaume d'Arabie Saoudite finance les travaux de finition de la mosquée du Plateau. L'Arabie Saoudite met à la disposition de la Côte d'Ivoire un montant de 3,5 milliards de francs CFA. Regardez. La mosquée du Plateau, 20 ans que durent les travaux d'achèvement. Aujourd'hui, une bouffée d'oxygène avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Plus de 3 milliards de francs CFA, un montant octroyé à l'État de Côte d'Ivoire pour appuyer la communauté musulmane à terminer la construction de la mosquée Salam du Plateau. Alors, signature d'un protocole d'accord entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, considère que la contribution à la construction des mosquées est une obligation qui lui incombe particulièrement. Saluer ce don important que nous offre à nous, la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le financement de l'achèvement de cette mosquée. Pour le représentant du Conseil supérieur des imams COSIM, cette aide est salutaire. Nous disons un grand merci à toutes les deux parties, la partie saoudienne et la partie ivoirienne. Nous rassurons les deux parties que la mosquée sera utilisée pour
unir la communauté musulmane. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite promet que le royaume saoudien compte renforcer son aide à la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'aviation civile. Reportage signé Félix Amani et Grace Kando. On change de sujet pour parler de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Des ONG ont organisé récemment une campagne de sensibilisation sur le sujet. À Soubré, 15 communautés de la région étaient concernées. Serge Kolia. Les objectifs du projet PPP Mars, destiné à lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture à Soubré, ont atteint leurs objectifs. La campagne de sensibilisation de proximité a été conduite dans 15 communautés, a indiqué la coordinatrice nationale Tiembi. Pour elle, la sensibilisation pour le changement de comportement a été faite avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Des actions de sensibilisation de Mars et de proximité ont été menées par une ONG ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action communautaire. Résultat, le système éducatif avec la construction de salles de classe et la remise de tables-bancs a été amélioré. La coordonnatrice a révélé qu'au niveau de la sensibilisation, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré a organisé des concours de théâtre, de dessin et de poésie. Ces activités ont permis aux enfants de s'exprimer et de défendre eux-mêmes leurs droits. L'évaluateur du projet a passé en revue les principales étapes de sa mission. Avec la réalisation du projet PPP Mars, les acteurs ont aujourd'hui une meilleure connaissance. L'atelier a pris fin par de nombreuses recommandations, notamment la reconduction du projet sur 3 années, la correction des lourdeurs administratives et financières et surtout la vulgarisation des textes juridiques sur le travail des enfants. Signalons que ce projet a démarré en 2013. Il vise à lutter contre les pires formes de travail des enfants grâce à un partenariat entre le BIT, le Programme international de lutte contre le travail des enfants, et le chocolatier Mars. Et puis dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, une projection de film a eu lieu au sein de l'Institut français au Plateau. L'objectif est clair, sensibiliser davantage les populations sur ce fléau. Éric Goré et Serge Kolia. Une projection de film à l'Institut français d'Abidjan pour dénoncer les violences faites aux femmes. Wagma, la fiancée afghane, est la production cinématographique auquel le public a eu droit. Ce long métrage raconte l'histoire d'une étudiante de 20 ans, Wagma, enceinte de Mustapha, un serveur de 25 ans. Une grossesse non désirée, refusée par l'auteur qui n'est pas marié avec sa dulcinée. Grossesse inacceptable pour le père de Wagma qui bat sa fille malgré son état. Un déshonneur pour la famille. Selon le réalisateur, c'est un film inspiré d'une histoire vraie qui vise à combattre ces pratiques humiliantes pour les femmes et les filles dans le monde entier. C'est une fiction qui est basée sur des histoires réelles. Et il se trouve que j'avais fait un documentaire sur les femmes qui s'immolent en Afghanistan. Et j'ai découvert que c'était souvent des mariages forcés ou alors des violences gratuites. Le public composé d'ONG engagées dans la défense des droits des femmes ainsi que des enseignants, des diplomates, des hommes de médias et de culture a pu se rendre compte de la portée du message qui sous-tend ce film. C'est une réalité que je viens de vivre après avoir vu ce film. La violence faite aux femmes, quand elle est vraiment d'actualité, elle est déplorable. Chez nous, il y a certaines familles qui pratiquent. Oh, c'est des choses qui ne devaient pas se faire. La fiancée afghane est sortie en 2013. Le film a été sélectionné pour représenter l'Afghanistan aux Oscars du cinéma 2014 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Dans le département de Prikro, il y a une localité appelée Akanangbo. Cette localité a son centre de santé qui a désormais une ambulance médicalisée. C'est un don du conseil Café Cacao pour vite évacuer les malades et blessés d'Akanangbo. Abou Sanogo. Les populations d'Akunangbo, village dans le département de Prikro, peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles viennent de bénéficier d'une ambulance médicalisée pour leur centre de santé. Ce don du conseil Café Cacao vise à mettre fin aux difficultés d'évacuation des malades et blessés de cette localité vers le CHR de Prikro.
Une action saluée par l'ensemble des populations et des autorités locales. Outre ce don, l'on a procédé à la pose de la première pierre de la maternité et du logement de la sage-femme. Une initiative de la mutuelle du village présidée par Robert Kissi et Kwasi Yao, cadre de la région qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations à travers leurs nombreuses actions en faveur de la région. Nous sommes fiers et très contents de recevoir ce que vous venez de voir vous-même. Il faudrait qu'on soit unis, comme on l'a dit, et qu'on travaille ensemble. Cette activité de sensibilisation et de déparasitage des militaires, une activité qui vise à leur donner une bonne santé, le point de la cérémonie qui a eu lieu à l'ancien camp d'Akwedo dans la commune de Cocody avec Hamza Diaby. Place d'armes de l'ancien camp d'Akwedo, sensibilisation et déparasitage au profit des militaires et leurs familles. Le médecin-chef des forces terrestres, le médecin-colonel-major Legré, remercie le général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres, pour le soutien apporté au service de santé du Comter et fait un bref cours sur les parasitoses intestinales, non sans donner quelques conseils pratiques pour éviter de se parasiter. Ce sont notamment le lavage régulier des mains, le lavage des crudités, le port de bottes dans les zones marécageuses. Pour les militaires sur le terrain, ne pas mettre les mains à la bouche sans les avoir préalablement lavées ou nettoyées avec du gel, faire cuire suffisamment la viande de bœuf et de porc et ne boire que de l'eau potable. Le général de brigade qui a présidé l'activité a félicité le corps médical des forces terrestres pour le travail accompli malgré les modestes moyens mis à leur disposition. Une démonstration de lavage des mains réalisé par 2 médecins vétérinaires du ministère de la Défense, puis le déparasitage de tous les participants, estimé à 1070 personnes, pour laisser une image dans les esprits. Dans l'actualité judiciaire, 13 ans après la mort du général Robert Gueye, le procès de ces assassins présumés va s'ouvrir le 17 décembre prochain. Information donnée hier au cours de l'ouverture des audiences criminelles. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Ils sont 4 officiers de l'armée ivoirienne. Ils sont désignés pour une année civile pour composer les chambres de jugement et de contrôle des instruments du tribunal militaire d'Abidjan. En jurant et promettant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire comme de dignes et loyaux magistrats, ils intègrent la famille restreinte de magistrats militaires. Et je suis très heureuse d'intégrer cette famille de magistrats pétris de talent. Je remercie tous mes chefs qui ont cru en moi. Je me ferai fort de répondre à leurs attentes. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres chargés de la Défense et de la Justice. Je crois qu'il faut donc féliciter le tribunal militaire pour le travail abattu. Et en même temps aussi attirer l'attention des militaires qu'ils sont des citoyens comme tout autre et que s'ils commettent, n'est-ce pas, des impairs, ils seront poursuivis devant la loi. Saisissant l'occasion, la présidente du tribunal a annoncé l'ouverture très prochaine du procès des assassins présumés du général Robert Gueye. Le procès de 24 militaires prévenus d'assassinat et complicité d'assassinat sur le général Gueye Robert, des membres de sa famille et de sa garde rapprochée en 2002 aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 à 8h30 à la cour d'appel d'Abidjan et non à l'état-major. Le procureur militaire Ange Kessi Kwame, après avoir dressé le bilan du tribunal militaire d'Abidjan, a invité les nouveaux magistrats à s'armer de courage, de fermeté et d'ardeur au travail. Les premières audiences criminelles s'ouvrent le 1er décembre prochain. L'industrialisation du continent africain. La question était au centre des discussions du 4e congrès des économistes africains organisé par l'Union africaine. La rencontre s'est tenue à Accra, au Ghana, la semaine dernière. Notre reporter Noé Nyangyo a rencontré les jeunes économistes. Ils se prononcent sur l'industrialisation du continent africain. Regardez. Le congrès des économistes africains, un espace de rencontre conçu par les Africains pour les Africains à l'effet de trouver aux problèmes des Africains et de l'Afrique des solutions endogènes.
Il se tient tous les 2 ans après une sélection rigoureuse des participants. Pour ce congrès, nous avons reçu plus de 100 communications. Les économistes qui vivent en Afrique comme dans la diaspora, qui nous ont envoyé des projets de communication. Nous réunissons un comité scientifique qui fait le tri des communications les plus pertinentes. Pour les 4e assises, ils nous donnent à faire jour la participation de jeunes chercheurs africains. Une participation que les concernés saluent à sa juste valeur. C'est un grand honneur d'être ici. C'est un peu la matière grise en Afrique qu'on réunit. Ils ont sélectionné les meilleurs papiers, les meilleurs articles dans le domaine industriel. Et c'est très intéressant pour moi parce que je pense que c'est l'occasion de partager. Nous, jeunes, nous pouvons contribuer pour quelque chose. Nous pouvons apporter quelque chose au développement industriel de l'Afrique et nous pouvons aider à construire l'Afrique de demain. Une belle initiative, il est temps que les Africains prennent le taureau par les cornes, qu'ils prennent le temps de s'asseoir, de discuter très concrètement et très efficacement des problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui par nos États, mais aussi par les secteurs privés africains. Mieux, ils ont leur vision du développement économique de l'Afrique. Pour industrialiser, il y a d'abord un développement énergétique qui s'impose, qu'on n'a pas encore. Ça, je le comprends. Mais avec les petits moyens que nous avons, par exemple pour la pratique, nous pouvons développer les produits que nous avons comme produits de base ou produits phares dans nos différents pays africains. Pour cette vision-là, les jeunes chercheurs invitent au travail et à la persévérance. Concernant par exemple les jeunes qui sont consciencieux, qui sont capables d'avancer, je pense que nous devons tous travailler à faire le maximum, à aller vers l'excellence pour pouvoir contribuer au développement du pays, au développement de l'Afrique concrètement. Nous avons besoin de gens qui peuvent imaginer des choses, des gens qui peuvent voir loin. C'est une étape, ils peuvent être accompagnés, de faire justement en sorte que leurs idées puissent soit être utilisées, soit être transformées, soit être retraitées pour l'adapter aux réalités que nous avons. Voilà des propos qui augurent d'un avenir certain de l'Afrique. Parlons maintenant éducation. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, veut consolider la paix en Afrique à travers l'enseignement de l'histoire dans les programmes éducatifs des pays. Pour réussir l'opération, l'UNESCO a organisé un séminaire sous le thème « Apprendre à vivre ensemble ». 10 pays africains participent à cet atelier de réflexion. Douad Lazer. Enseigner l'histoire de l'Afrique dans le programme de l'éducation nationale des pays africains pour la promotion du vivre ensemble. Telle est la vision de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En réunissant à cette table ronde 10 pays africains, l'organisation veut mettre en place une stratégie efficace pour inculquer aux élèves des valeurs d'union, de paix et de cohésion sociale. Objectif, forger des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Faire un état des lieux de l'enseignement de l'histoire en Afrique de manière générale. Quels enseignements nous en tirons? Comment la paix et le vivre ensemble sont enseignés? Quelles propositions nous pouvons faire pour améliorer ces enseignements, catalyseurs sinon de la tolérance, de l'interculturalité, de la connaissance et de l'acceptation des différences, et promouvoir la culture de la paix par l'éducation. Au terme des 2 jours de réflexion, un document de synthèse sera élaboré et servira de base pour des prises de décision et des orientations futures qui pourraient aider les pays africains à mettre leur programme et manuel d'enseignement de l'histoire dans leur processus d'éducation. Dans la région du Go, le conseil régional vient de doter 2 villages du département d'Oumé d'écoles primaires. Le coût des travaux s'élève à 60 millions de francs CFA. Les clés des bâtiments ont été remises récemment aux populations. Thérèse Tapéoboué. Yaokoko et Kapa sont 2 localités situées dans le département d'Oumé. Ces 2 villages sont dotés désormais chacun d'une école primaire. Le coût des travaux des 2 écoles s'élève à 60 millions de francs CFA. La cérémonie de remise officielle des clés a eu lieu en présence de Adama Kone, vice-président du conseil régional du Go. Une remise de clés qui démontre de la détermination du président du conseil régional du Go, Joachim Guégué Bagnon, et son équipe à sortir la région du sous-développement. Le conseil régional du Go a décidé de faire de la construction d'infrastructures une de ses priorités majeures. Et dans la construction de ces infrastructures, il y a d'abord et avant tout des écoles, des centres de santé, des routes et tout ce qui peut permettre aux populations de vivre en bonne santé. L'inspecteur de l'enseignement primaire d'Oumé a dit sa satisfaction
de voir des localités de sa circonscription dotées d'infrastructures scolaires. Dieu merci, le Conseil général fait l'effort de construire, pas réhabiliter, mais de construire des écoles. Et ça, il faut le dire, c'est ma satisfaction. Et j'aurais souhaité que demain, nous puissions encore inaugurer d'autres écoles. Dans chacun des villages bénéficiaires, les responsables des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, ont témoigné leur gratitude au Conseil régional pour ses actions de développement en faveur de l'éducation et de la formation des populations. Signalons que le Conseil régional du GO, toujours dans sa politique de scolarisation, a posé la première pierre des collèges des sous-préfectures de Tonla et de Guépao dans le département d'Oumé. Autre actualité, c'est aussi la conférence internationale sur le climat. La COP21 s'ouvre lundi prochain à Paris. L'objectif affiché est de lutter contre le réchauffement climatique. À 72 heures de l'ouverture de cette conférence, la Banque mondiale propose un plan de lutte. Abou Sanogo. Selon la Banque mondiale, les conséquences du changement climatique pour l'Afrique sont dévastatrices et menacent de plonger des millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, principalement à cause de rendements agricoles plus faibles, de prix alimentaires plus élevés et des effets négatifs de ce changement sur la santé. Il sera difficile aux pays africains de réduire l'extrême pauvreté dans le futur pour 3 raisons. Le réchauffement est inévitable à cause des émissions de gaz à effet de serre passées, ce qui entraînera une perte des terres arables, une baisse de la production agricole, une sous-alimentation. La poursuite du réchauffement pourrait arriver, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour la région. Risque accru de graves sécheresses, mauvaise récolte tous les 2 ans, une baisse de 20% des rendements des principales cultures et qui verra à la fin du siècle jusqu'à 18 millions de personnes touchées par les inondations chaque année. Les conséquences du réchauffement sur les modèles météorologiques locaux et les cycles hydrologiques, ce qui pose d'immenses défis pour planifier le développement et concevoir des projets relatifs à la gestion de l'eau. Pour relever le défi du changement climatique en collaboration avec les gouvernements africains et les partenaires au développement, le plan de la Banque mondiale se décline en une douzaine d'actions prioritaires regroupées en 3 domaines. Renforcer la résilience, qui inclut les initiatives visant à dynamiser le capital naturel du continent, les paysages, les forêts et les océans, le capital physique, les villes et les infrastructures de transport. Énergiser la résilience, ce qui inclut des opportunités d'augmentation des sources d'énergie à faible émission de carbone et habiliter la résilience en fournissant des données, des informations et des outils d'aide à la décision. Le plan précise aussi que pour un coût d'environ 21 milliards de dollars, des résultats plus poussés pourraient être obtenus d'ici 2025. Hors de nos frontières, et c'est en image. Après le choc des attentats, après la tristesse et le deuil, l'hommage national rendu aujourd'hui aux 130 morts des attaques terroristes et aux 350 blessés. Aujourd'hui, rassemblés, la France pleure ses victimes, mais nous ne céderons ni à la peur ni à la haine, a déclaré François Hollande. Le président français a rappelé que les victimes tuées dans la salle de concert du Bataclan et aux terrasses de café de Paris venaient de plus de 50 communes de France. Et 24 heures avant cette cérémonie d'hommage, la France et la Russie ont décidé de coordonner leurs frappes en Syrie contre l'organisation de l'État islamique et d'augmenter leurs échanges d'informations. On fait le point avec Abou Sanogo. Cette fois est peut-être la bonne. La tournée diplomatique de François Hollande pourrait être le début d'une alliance contre l'organisation de l'État islamique. Après David Cameron, Barack Obama et Angela Merkel, c'est Vladimir Poutine qui a reçu le chef d'État français ce jeudi. Pour Paris, l'objectif est de convaincre Moscou de bâtir une grande coalition destinée à détruire Daesh, responsable des attentats de Paris et du crash de l'avion russe dans le Sinaï égyptien. François Hollande a lors de cette rencontre souhaité que la Russie concentre ses foudres uniquement sur l'État islamique et non sur les rebelles et opposants à Bachar el-Assad, le président syrien, dont le sort est toujours un sujet sensible, bénéficiant du soutien de Vladimir Poutine qui affiche sa volonté de coopérer dans la lutte antiterroriste. Or, pour Barack Obama, le départ de Bachar el-Assad est un préalable à toute coopération militaire dans la zone. Selon François Hollande, les récentes tensions entre la Turquie et la Russie sont la preuve supplémentaire de la nécessité de se mettre ensemble et coordonner les frappes. Cela permettra d'éviter les tensions entre alliés.
Commentaire signé Hamza Diaby et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.